de ce journal, l'opération d'établissement des cartes grises et de permis de conduire qui perturbe le sommeil des usagers. Pas facile de se faire délivrer ces documents sur place, une situation devenue infernale et que le ministre en charge des Transports constate de lui-même. On voit cela dans un instant. La transition en marche au Soudan avec la formation ce mardi du Conseil souverain chargé de diriger le pays pendant 3 ans. C'est l'actuel chef du Conseil militaire de transition qui est à la tête du nouvel organe. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Très bon appétit à vous qui êtes à table. L'opération d'établissement de la nouvelle carte grise et des permis de conduire lancée depuis début juillet dernier est un vrai parcours du combattant pour les usagers pour obtenir ces documents. Certains perdent même leur sommeil, obligés de se lever aux aurores pour occuper les premières places dans les files d'attente interminables au lieu de délivrance de ces pièces de véhicules. Une situation infernale que le ministre en charge des Transports peut constater de lui-même sur place. On voit cela avec Sila Ouattara et Jérôme Tendano. Si vous voulez faire quelque chose là, il faut vous préparer avant de commencer la chose là. Il faut voter un budget. Vous allez augmenter le nombre de guichets. Moi je suis là à 3h du matin. Je n'ai pas encore dormi. Et puis je suis jusqu'à 100 personnes. Et ça c'est normal. La colère des usagers de la DGTTM, la Direction générale des transports terrestres et maritimes. L'opération d'établissement des nouvelles cartes grises ressemble ici à un chemin de croix. Longue file d'attente, non-respect des délais de livraison, difficulté d'accès au guichet, bref, les usagers en ont gros sur le cœur. C'est normal, on a vraiment souffrance. Vous voyez, dans le guichet, pour avoir payé les imprimés, il faut à 4h du matin, à 3h du matin, pour avoir fait la queue, pour avoir les imprimés. Pour payer les imprimés, c'est le problème. Pour faire les dépôts, c'est le problème. Tous les guichets, c'est des problèmes. Le 29 juillet, on m'a donné 7 jours, vous voyez. Je suis venu les 7 jours, on m'a dit c'est pas prêt. De revenir le 6, je suis revenu le 6 encore, on m'a donné 7 jours encore, que c'est pas prêt. Je suis parti et revenu le 13, on m'a donné 7 jours encore, que c'est pas prêt. Je suis parti et revenu le 20, aujourd'hui, en question. On m'a dit c'est pas prêt, on m'a prolongé 7 jours encore. Moi je suis là depuis le vendredi. Vendredi de midi, j'étais là avec mon ticket, ils disent non, pour déposer d'abord. Arrivé à notre tour, ils ont fermé la porte, ils disent non que le ticket est fini. Voilà le ticket. Comment ce ticket-là peut finir? Fort heureusement, celui-là même qui a lancé l'opération le 5 juillet dernier fait son entrée à la DGTTM. Le ministre en charge des Transports vient s'enquérir de l'état d'avancement de l'opération. La température monte d'un cran et il faut calmer les esprits. Si vous voulez que je puisse comprendre, il faut que vous vous calmez. Vincent Dabelgou peut maintenant entamer sa visite. Guichet de paiement, d'enrôlement, service de vérification, tous les services sont passés au pain fin par le visiteur du jour. Imprégné de la situation, le ministre Dabelgou annonce les mesures prises par le gouvernement pour minimiser les difficultés rencontrées par les usagers de la DGTTM. Nous avions dans notre processus donc, une volonté de déconcentrer et de permettre à ce qu'à Ouagadougou, nous ayons au moins 4 à 5 autres centres de traitement pour les permis, mais aussi pour les immatriculations. Nous allons huiler, nous allons arranger, et je suis venu pour cela, pour arranger avec mon personnel, pour essayer de dire aussi que les brebis galeux, parce qu'il y a des gens aussi qui sont corrompus ici dans le système, nous allons essayer donc de détecter, parce que j'ai mis ici en place une cellule anti-fraude pour essayer de voir comment on va travailler. Mais je peux vous assurer que ici les gens ont fait du bon travail, il y a des gens qui ont fait du bon travail. Il y a des gens aussi qui sont en liaison avec ce qu'on appelle donc les démarcheurs, les gens qui sont les coxeurs ici et qui ont créé des réseaux. C'est ça que nous voulons démasquer. Le ministre achève sa visite par une rencontre d'échange avec l'ensemble du personnel de la DGTTM pour, dit-il, leur transmettre le message du gouvernement. Sortie médiatique du président du parti Le Faso autrement sur la crise sécuritaire au Burkina Faso. Ablassi Ouedraogo fustige une fois de plus la gouvernance actuelle et s'interroge cette fois sur le réel motif du dialogue politique de fin juillet dernier qu'il qualifie de simulacre de dialogue organisé par le président du Faso et le chef de file de l'opposition politique. Les détails de la conférence avec Alidou Badini.
Enyar Kiteda. C'est une conférence de presse pour, dit-il, donner la position du Faso autrement sur le dialogue politique des jeudis derniers. Ablassé Ouedraogo qualifie cette rencontre de dialogue arrangé entre des amis. Pour lui et son Faso autrement, les composantes incontournables sont exclues de la messe. Il s'agit des OSC, des syndicats, des religieux, des coutumiers et d'autres acteurs politiques. Il faut penser les mots du Burkina selon le docteur Ablassé Ouedraogo. Sécurité mise à rude épreuve, économie à terre, haine entre des Burkinabés, bref, le parti Le Faso autrement a sa proposition. La situation nationale est une préoccupation qui exige l'organisation d'un dialogue national inclusif, ouvert et sincère, devant aboutir à une réconciliation du Burkina Faso avec lui-même, devant aboutir à une réconciliation des Burkinabés entre eux. Les derniers événements du front n'ont pas été occultés. Le massacre de Koutougou est de trop. Il démontre, au dire du conférencier, un manque de vision des dirigeants et le président du Faso doit tirer les conséquences en rendant sa démission, a-t-il poursuivi. Pour lui, le code pénal voté le 21 juin dernier vise à cacher au peuple la réalité du terrain d'une part, l'incompétence et l'incapacité des gouvernants à circonscrire le fléau d'autre part. C'est un Ablassé complètement déchaîné. Il n'a pas été non plus tendre envers le chef-op. Le chef de file de l'opposition politique n'est plus légitime, argue le président du parti Le Faso autrement, qui réclame purement et simplement la démission de Zéphirin Diabré. Au tribunal militaire ce matin à Ouagadougou, c'est la suite des plaidoiries. Ce mardi, les avocats du bâtonnier Mamadou Traoré jettent un doute sur les réquisitions du parquet militaire qui requiert la peine de 10 ans de prison ferme pour l'ancien bâtonnier pour complicité d'attentat à la sûreté et de meurtre. Nous suivons le compte-rendu de l'audience avec Zubaviel David Dabiri. Après les plaidoiries de ses avocats, le général Bassolé était à la barre d'audience ce matin pour livrer au tribunal ses derniers propos avant le verdict. L'ancien ministre des Affaires étrangères, poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État et de trahison, dénonce ce qu'il qualifie d'acharnement et de cabale politique contre sa personne. Le général pointe du doigt les écoutes téléphoniques et les violations des droits dont il a été victime tout le long de ce procès. Il demande par conséquent son acquittement pur et simple. Avant de quitter la barre, le général a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et un repos paisible aux victimes des événements de septembre 2015. À la suite du général Bassolé, les bâtonniers Moussa Koulibaly et Patrice Monté ont pris la parole au nom de leur client, Maître Mamadou Traoré, poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État et de meurtre. Des infractions non établies selon les hommes en robe. Maître Patrice Monté se dit très surpris par la façon dont le dossier est instruit. Des allégations, des supputations et des déductions, aucune démonstration des infractions reprochées à l'accusé, note l'avocat qui revient sur les faits. Selon les pièces du dossier, dans la nuit du 16 septembre 2015, le bâtonnier Mamadou Traoré s'est retrouvé au camp Nabakoum 2 pour, dit-il, porter un message du président sénégalais Macky Sall au général Gilbert Djindjiri. Une présence que le parquet militaire assimile à une complicité au putsch sur la base de témoignages et de propos de co-détenus. Mais la seule présence sur un lieu de crime suffit-il pour accuser et condamner? Non, tonne l'ancien bâtonnier camerounais qui, à coup de jurisprudence et de doctrine, cite les éléments caractéristiques des infractions et de conclure qu'aucune preuve n'a été rapportée pour soutenir l'accusation. On a plutôt assisté à une inversion de la charge de la preuve où l'on demandait au bâtonnier Traoré de démontrer son innocence. C'est ridicule. Le procès pénal se gagne à coup de preuves et cela est à la charge du parquet, s'est indigné l'avocat. Pour les infractions de meurtre mises à la charge de l'accusé, Maître Monté s'interroge comment peut-on les mettre à la charge d'un avocat qui n'a ni arme et qui n'a pas patrouillé. Ce qui est constant dans ce dossier, c'est que l'accusé a été au camp Nabakoum 2, à Kossiam et à l'hôtel Laïko, précise l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun. Avant lui, Maître Moussa Koulibaly livrait au tribunal des éléments qui, à ses yeux, démontrent à souhait que Maître Mamadou Traoré avait bien un mandat du président Macky Sall pour s'adresser au général et que les lignes téléphoniques ne sont pas les seuls moyens de communication. Les deux plaideurs du jour ont demandé l'acquittement du bâtonnier Mamadou Traoré pour infraction non constituée et subsidiairement au bénéfice du doute.
Et ce matin, après les plaidoiries de ses avocats, le bâtonnier Mamadou Traoré a réitéré au tribunal son innocence dans l'affaire du putsch de septembre 2015 et a souhaité le repos paisible aux âmes des disparus. À sa suite, maître Antoinette Ouedraogo prenait la parole pour défendre la cause des accusés de Léonce Koné et Herman Yameogo, les deux derniers sur la liste des 84 poursuivis dans cette procédure. Au cours de sa plaidoirie, l'avocate a eu un malaise, provoquant ainsi le renvoi de l'audience au vendredi 23 août 2019, donc à 9h. Toujours au tribunal militaire de Ouagadougou. 20 dossiers de crimes économiques et de crimes de sang impliquant une trentaine d'accusés. Les chefs d'accusation vont de l'assassinat au détournement de deniers publics et certains de ces dossiers sont vieux de plus de 30 ans. C'est le menu de la première session de la chambre criminelle de la cour d'appel de Fadane-Gourma, ouverte lundi dernier, des assises prévues pour durer 10 jours. Des précisions avec Amidou Lankwandé et Ibrahim Sanou. Pour la première fois, les assises criminelles de la cour d'appel de Fadane-Gourma se tiennent à Fada. Pour cette session, plusieurs dossiers de crimes économiques et de crimes de sang sont au menu de ces jugements. Une vingtaine de dossiers qui impliquent au moins 32 accusés. Il y a 16 qui sont non détenus et 16 en détention. Les crimes vont de l'assassinat au détournement de deniers publics, entre autres. La région de l'Est est une région criminogène, donc où on a beaucoup de dossiers criminels et c'est ça, entre autres, qui a justifié la création de la cour d'appel. Cette première journée connaîtra le jugement de 2 dossiers de coups et blessures volontaires ayant entraîné une mutilation. Aussi, la plupart des dossiers jugés sont des vieux dossiers. Il y a des dossiers qui datent de près de 32 ans. 32 ans, il restait un peu pour que ce dossier soit un peu plus vieux que nous. Nous avons vu de partout, les gens manifestent pour réclamer maintenant la justice, c'est-à-dire que la population a vraiment soif de la justice. C'est pour cela que nous sommes venus pour les soutenir, pour dire que nous sommes avec eux et que le droit soit dit. Homicide volontaire, assassinat et tentative d'assassinat, vol à main armée sont entre autres les faits qui seront jugés pendant les 10 jours qui va durer la session. Autre point de l'actualité, l'adoption d'un plan d'action pour l'identification des biens culturels nécessitant une protection en période de conflit armé est l'un des points inscrits à l'ordre du jour de la première session ordinaire du comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire ce mardi à Ouagadougou. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Nomba Kouda et Abdelaziz Yagibou. Former avant de réprimer, c'est ce à quoi la Commission nationale de lutte contre la fraude se livre ici. Les infractions économiques et financières avec leurs variantes, la fraude, la corruption, le détournement de deniers publics, le blanchiment de capitaux, sont expliqués ici aux commerçants et agents de répression. Une étape importante pour mettre en lumière l'étendue des biens saisissables, le moment de les saisir et la structure habilitée à le faire. Au sortir de cette session, nous pensons que tous les participants seront outillés et en tout cas sensibilisés sur les mesures conservatoires que l'État a à l'encontre des contribuables. Parce qu'il peut arriver que des gens soient redevables à l'État, mais n'aient pas les espèces pour payer. À ce moment, l'État aura à son compte toute la procédure nécessaire pour saisir les biens afin de rentrer dans ses droits. Plusieurs modules seront développés jusqu'au traitement juridique appliqué à chaque saisie. En 10 ans, le Burkina perd 12,6% de son PIB du fait de ces infractions, soit 475,6 milliards de francs CFA. Voilà un reportage qui arrive un peu plus tôt que prévu. Il s'agissait du Comité national de la lutte contre la fraude qui tient donc sa session ordinaire de l'année donc sur les mesures conservatoires dans la répression des infractions économiques et financières. Ici, le reportage sur la session ordinaire donc du Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire est prêt. Nous pouvons le suivre.
Tous membres du comité interministériel des droits humains et du droit international CIMDH, ils mettent à profit leur première session de l'année pour échanger autour de 2 points essentiels. Ils devraient à terme adopter le plan d'action pour l'identification des biens culturels nécessitant une protection en période de conflit armé, mais aussi valider le programme d'activité de l'année en cours. À l'occasion de cette session qui se tient ce matin, le comité va examiner et adopter son projet de programme d'activité de l'année 2019 et également examiner et adopter un projet de plan d'action de mise en œuvre d'une étude préparatoire 2020-2022 et portant identification des biens culturels nécessitant une protection en cas de conflit armé. Cette session devrait produire des documents à même de contribuer à une effectivité des droits humains et du droit international humanitaire au plan national. Créé en 2005, le CIMDH est un organe consultatif dont le but est de coordonner les actions des départements ministériels en matière de droits humains et du droit international humanitaire. Tournée de formation et de sensibilisation des leaders communautaires et des populations sur leur rôle en matière de gouvernance sécuritaire au Burkina Faso. Le staff de la plateforme des organisations de la société civile sur la réforme et la gouvernance marque une halte à Kaya pour échanger sur la problématique sécuritaire. Une réelle préoccupation dans la région du Centre-Nord où le quotidien rime avec terrorisme et crise communautaire. Le compte rendu de cette 11e étape avec Issa Kafando et Draman Dadian. Une minute de silence en la mémoire des soldats tombés lundi à Koutougou pour la mère patrie. Je vous remercie. La lutte contre le terrorisme est aussi l'affaire des civils. La plateforme des organisations de la société civile sur la réforme et la gouvernance sécuritaire et ses partenaires le PNUD et le NDI tirent alors la sonnette d'alarme, formation et sensibilisation à l'appui. Ici, une trentaine de leaders communautaires de la région du Centre-Nord renforcent leur capacité sur le vivre en communauté et la gouvernance sécuritaire. Kaya est la 11e étape de cette tournée d'échange. Pour des questions de sécurité, ce ne sont pas seulement des questions militaires. Il y a les questions sociales, il y a les questions culturelles, il y a les questions économiques. Et quand vous regardez la configuration des acteurs qui ont été invités pour cette formation, c'est plusieurs composantes. Chacun au Burkina Faso a sa partition à jouer pour le retour de la paix. Aujourd'hui, on a compris que chaque organisation, chaque individu peut apporter sa touche pour la gestion de la question sécuritaire dans tout le pays et particulièrement dans la région du Centre-Nord qui est durement touchée par cette situation d'insécurité depuis un certain temps. 2 jours durant, ces participants vont exprimer leurs besoins en matière de sécurité. Des travaux assortis de propositions et recommandations à reverser au comité scientifique du département de la sécurité en vue de renforcer l'arsenal sécuritaire burkinabé pour le retour à une paix durable au Faso. Sport à présent, les étalons U20 font pas de géant vers les demi-finales de la compétition football des Jeux africains à Rabat. Les garçons d'Oscar Barrow ont puni les Lionceaux du Maroc 2-0 sur leurs installations. Les Burkinabés s'installent ainsi dans le fauteuil de leader de la poule A devant les Flying Eagles du Nigeria. Nous suivons le compte-rendu avec nos envoyés spéciaux Adamagiti, Jérôme Tiendrevego. L'hymne de la victoire, une victoire avec la manière. Le but très classe d'Ilias Dianda à la 59e minute, amorti de la poitrine et frappe en puissance. Un but de couverture car les étalons d'Oscar Barrow tenaient déjà le match par le bon bout depuis la 38e minute. Corner d'Ali Bati, Ilias Dianda remise pour Ibrahim Ouattara qui ouvre le score. Les étalons partent à la cour avec ce score d'un but à 0 parce que derrière, Mohamed Traoré faisait échec aux tentatives des attaquants marocains.
Les Lionceaux sont très techniques et même dominateurs, mais le réalisme des étalons a fait la différence. J'ai visionné les cassettes marocaines, j'ai essayé de travailler sur le football du Maroc avec l'appui de la direction technique, donc ce qui nous a permis de savoir comment cette équipe très technique possède. Et bon, nous sommes arrivés à l'empêcher ce soir de jouer en lui laissant les ballons jusqu'à la moitié de notre terrain et maintenant procéder par des pressings et des contres rapides, des attaques rapides pour placer des buts. La discipline tactique et le score qui en résulte forcent l'admiration de l'adversaire. Le Burkina n'a rien volé. Ils ont mérité les 3 points. Je les félicite parce qu'ils ont mis en place un schéma tactique qui les a favorisés, surtout sur les contres. Ils ont eu 2 occasions, ils ont mis 2 buts. On n'a pas su concrétiser les occasions, surtout les dernières passes, on n'a pas été au rendez-vous. Une belle victoire qui forge le moral pour la suite de la compétition. C'est bon, mais comme on n'est pas encore qualifié, on va se concentrer pour jouer le 3e match à fond. Il n'y a pas de petits matchs dans ce tournoi, tout le monde est venu pour gagner. Donc on va prendre ce 3e match comme les autres matchs et le jouer à fond. Quoi qu'il en soit, c'est dans la peau de leader de la poule A que Cheikh Djibril Ouattara et ses coéquipiers vont affronter les Bafana Bafana pour dégager leur horizon. Et dans l'actualité internationale, au Soudan, la transition vers un pouvoir civil est désormais en route. Les généraux et les leaders de la contestation ont annoncé ce mardi la formation du Conseil souverain qui pilotera donc cette transition de 3 ans composée de 11 membres. Le Conseil est présidé par l'actuel chef du Conseil militaire de transition. La transition du Soudan vers un pouvoir civil s'est finalement mise en route. Le Conseil souverain a été formé pour diriger le pays pendant un peu plus de 3 ans. Ce mardi soir, à Khartoum, le porte-parole du Conseil militaire a donné les noms des 11 membres du Conseil souverain, 6 civils et 5 militaires. Un nouvel organe qui sera mené par l'actuel chef du Conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, pendant 21 mois. Les 18 mois restants, ce sera un civil qui en prendra la tête, mais son nom n'a pas encore été confirmé. Le Conseil souverain devra ensuite former un gouvernement dont la composition doit être annoncée la semaine prochaine, le 28 août. Un parlement de transition sera également constitué. Après l'explosion de joie à la signature d'un nouvel accord entre civils et militaires samedi à Khartoum, tous auront la lourde et difficile tâche de redresser une économie exsangue et de pacifier le pays. Autrement dit, superviser la transition politique qui doit permettre au pays de tourner la page de 3 décennies de règne du général Omar el-Béchir. Béchir a été destitué le 11 avril dernier après 4 mois de manifestations et des mois de tensions entre l'armée et les protestataires. Ces manifestations avaient d'abord été organisées pour contester le prix du pain, puis contre le président et des généraux, et ont été réprimées dans le sang. 250 personnes ont été tuées depuis le 19 décembre. Le procès pour corruption d'Omar el-Béchir a commencé en début de semaine. C'est un événement inimaginable pour les 2 tiers des Soudanais qui n'ont connu que lui au pouvoir depuis leur naissance. Et un mot de migration avec le soulagement de l'Open Arms. Les migrants à bord du navire depuis plusieurs jours sont enfin autorisés à débarquer, accueillis au port de Lampedusa par le chant de révolte des partisans italiens. C'est la fin donc d'un long cauchemar. L'attente a semblé interminable. Après 19 jours passés à bord du navire humanitaire Open Arms, dont 6 jours de surplace à quelques encablures de l'île italienne de Lampedusa, les migrants ont enfin pu débarquer la nuit dernière. La joie et le soulagement ont éclaté. Depuis jeudi dernier, mineurs et malades avaient été évacués et recueillis par les autorités italiennes. Mardi matin, une quinzaine s'était jetée à l'eau pour rejoindre l'île à la nage avant d'être secourus. Ils étaient donc un peu plus de 80 à descendre du bateau la nuit dernière. Après un bref examen médical, ils ont été emmenés vers un centre d'accueil à bord de camionnettes. Ces migrants, 147 au départ, avaient été repêchés au large de la Libye. L'Italie leur avait refusé l'accès, bien que 6 pays européens, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et l'Espagne, se soient engagés à les accueillir. Face au refus du ministre de l'Intérieur italien sortant, Matteo Salvini, de les laisser débarquer, Madrid avait fini mardi par envoyer un navire militaire vers Lampedusa. Mais un procureur italien a mis fin à l'attente des migrants dans le cadre d'une enquête contre X pour séquestration de personnes, omission et refus d'actes officiels, et décidé de placer le bateau de l'ONG espagnole préventivement sous séquestre. Selon Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur sortant, cette enquête le viserait directement.
L'attaque terroriste perpétrée dernièrement à Koutougou fait la une de certains quotidiens au Burkina Faso avec le message du président du Faso qui appelle ses compatriotes à rester debout. La revue de la presse burkinabé avec Vincent Kendrebego. À une du journal Le Pays, l'UPC demande la démission du gouvernement suite à l'attaque terroriste meurtrière à Koutougou. Dans un communiqué de presse repris par le journal, l'UPC estime que le gouvernement Christophe Dabiri a échoué et évoque une équipe dépassée par la tournure des événements. Le parti des Zéphirin Diabri veut donc d'une nouvelle équipe qui aura pour mission première la défense de l'intégrité du territoire et la sécurité des Burkinabés. Dans une telle situation, le message du chef de l'État à la une de Silouaya. Le Burkina Faso ne cédera pas une partie de son territoire, disons-nous tous y laisser notre vie. C'est le message de Rochmal Christian Kabori à la nation. Le président du Faso parle d'une tache noire dans la vie de notre armée au regard du bilan de l'attaque. 24 morts, 7 blessés et 5 portés disparus, avant de demander à l'ensemble du peuple burkinabé de se tenir toujours debout, car le combat est devant. Restons debout, reprend donc Silouaya dans un commentaire avec tout de même quelques interrogations. Loin de douter de l'efficacité de l'opération Dofou qui a réduit la marge de manœuvre au groupe terroriste, l'on est en droit de se demander ce qui n'a véritablement pas marché au point qu'un détachement militaire dans une zone aussi rouge puisse faire l'objet d'une attaque de telle ampleur. Dofou, où es-tu? Interrogation de l'Express du Faso qui est convaincu que les canons et le développement au Sahel ne suffiront pas contre le terrorisme. La lutte requiert d'autres stratégies non militaires, une lutte qui sera longue, certes, mais loin d'être une fatalité, selon l'Express du Faso. Et puis nous avons appris le décès du professeur Yembila Toroyini, premier recteur de l'université de Ouagadougou de 1974 à 1982. Né en 1933, il a été l'un des tout premiers docteurs en physique de haute volta. Le professeur Toroyini est décédé hier à l'âge de 86 ans. Toutes nos condoléances à sa famille. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à tous. Thank you.